Mais le dieu indien de l'amour, notre Kama, en avait décidé autrement. 22 mars 1947, arrivée à Delhi du couple impérial britannique. Ni Edwina ni Dicky n'étaient tout à fait anglais. Elle, petite fille d'un banquier juif de Koblenz, lui, né Battenberg, tous les deux d'origine allemande. Et pourtant, les voilà qui nous arrivent de Londres. Et là, voici Nehru, l'espoir du pays, celui que notre Mahatma avait choisi pour libérer le joyau de la couronne. À l'instant où le York atterrissait à Delhi, moi, Sarojini Naidu, je présidais la première conférence panasiatique. Quelle belle journée. Nehru, toujours pressé, très entouré. Et là, oui, là, regardez, c'est moi, la grosse dame, plutôt laide. Je n'étais pas belle, mais je savais parler. Nous ne cherchons pas la lune avec des pleurs. Nous irons l'accueillir dans les cieux pour la poser comme un joyau sur le diadème de la liberté. Car de mon vivant, sachez-le, j'étais un grand poète. Mon cher Mahatma m'appelait le rossignol de l'Inde. Et pendant que je trônais fièrement à la tribune, je songeais à cette Edwina qui nous arrivait, cet enfant dont j'avais connu la mère en Allemagne quand j'étais jeune. Ce que c'est que la vie. Votre Excellence n'est pas fatiguée? C'est une joie de vous revoir. Car ce n'était pas la première fois qu'elle voyait Nehru. Leur première rencontre avait eu lieu à Singapour en 1946. Lord Louis venait d'y recevoir la reddition des armées japonaises. Quand il apprit la visite de Nehru, tout juste sorti des prisons britanniques, il décida, contre l'avis de son état-major, de l'accueillir avec tous les honneurs. Ivre de fierté, Nehru triomphait. Ils arrivèrent là où les Indiens de Singapour attendaient leur héros. Dans l'ombre, elle aussi l'attendait. C'est alors que la chose arriva. Une bousculade si folle qu'Edwina disparut. C'est Nehru qui la découvrit. Merci. Vous êtes Monsieur Nehru. Étrange façon de faire connaissance, vous ne trouvez pas? C'est là, dans ce tête-à-tête affolé, que l'Inde sema dans leur cœur les graines de leur amour. Un an plus tard, les Mountbatten étaient intronisés vice-roi et vice-reine à Delhi. Ils allaient libérer l'Inde. Nous étions tous enthousiastes. Tous, sauf le grand absent, le Mahatma Gandhi. Mon cher vieux compagnon, ce petit homme que j'appelais Mickey Mouse à cause de ses oreilles décollées. Il avait peur, car une terrible bataille divisait les Indes en deux camps. Le vieux parti du Congrès avec Nehru à sa tête et la Ligue musulmane de Mohammed Ali Jinnah. Le rêve de Nehru était une seule Inde, unitaire et laïque. Mais Jinnah voulait partager les Indes en deux pays. Une Inde mutilée. À cette seule idée, le Mahatma tremblait d'effroi. Il fut le premier reçu au palais impérial. Tout de suite, il tomba sous le charme d'Edwina. Peut-être allait-il réussir à convaincre ces Anglais de ne pas céder à Jinnah. Jinnah vint le lendemain. Ah, mon Jinnah, si froid en apparence, si émotif au fond, si élégant et si charmeur que dans notre jeune âge, j'avais été un peu amoureuse. Jinnah, flambeau de l'islam? Allons donc. Jinnah, plus anglais qu'un anglais, fumeur, buveur d'alcool. Jinnah, le moins musulman des musulmans de l'Inde, mais aussi patriote que son rival Nehru. Lui aussi haïssait les fastes de l'Empire, les frivolités des colonialistes, leur façon de vivre à l'anglaise, indifférent à l'Inde qui palpitait autour d'eux. À n'importe quel prix, fût-ce au mépris de l'unité de l'Inde, il voulait son propre pays. Mon Jinnah, qui autrefois défendait l'unité de l'Inde, était devenu le plus farouche partisan du pays des purs, un islam indien, le Pakistan. Il s'obstina. Il força le vice-roi à préparer le plan Balkan, destiné à partager les Indes. Dicky travailla dans le plus grand secret, sans informer personne. Ni Nehru, ni Jinnah, encore moins le Mahatma. Pour vérifier la ferveur musulmane, Mountbatten se rendit sur la frontière du Nord-Ouest avec Edwina.
La foule était hostile. Dicky et Edwina firent face, tous deux en uniforme vert. Vert comme l'islam, vert comme le drapeau du futur Pakistan. Déjà, les émeutes avaient éclaté, entamant leur œuvre de destruction. Edwina n'avait jamais peur. Devant ces masses en fureur, lui revinrent par éclair les souvenirs du Blitz à Londres, sous les bombes. Devant le danger, elle était d'une bravoure extrême. Et la guerre l'avait changée du tout au tout. Jusqu'en 1939, Edwina avait vécu de faste et de frivolité la vie de la gentry, sourire aux lèvres, mais le cœur vide. Officiellement, elle était priée d'être heureuse. En Amérique, son voyage de noces avait un air de cinéma. À Hollywood, Charlie Chaplin tourna un petit film avec les mariés tout neufs, qui s'amusaient comme des enfants. Ils s'amusaient follement, mais leur corps, eux, ne s'entendaient pas. Insatisfaite, Edwina s'abandonna au plaisir des grands de ce monde. Je me souviens, quelle affreuse réputation elle avait. Lady Louis, une vraie débauchée, disait-on, coquette, irresponsable, menant une vie légère et insouciante, mais aussi une femme calomniée, entourée de mauvaises rumeurs. 2 ans plus tard, elle avait une fille. Mais le mariage tourna au désastre. Edwina multiplia les aventures. Les Mountbatten se querellaient tous les jours. Pour en finir, ils conclurent un pacte de non-agression. On sauverait les apparences et préserverait l'amitié. Mais chacun aurait sa vie et ses amours. Elle avait ses amants, et Dicky, son amie de cœur, une jolie Française qui ne le quitta plus. Il aimait toujours son infidèle épouse. Mais pour Edwina, l'essentiel était dans la danse. Et jusqu'à la guerre, elle dansa sa vie. Quand l'Angleterre fut menacée par les nazis, Edwina s'éveilla enfin. La futile se fit infirmière. La libertine devint une héroïne. Elle prit soin des soldats blessés, des prisonniers de guerre, visita les camps, dispensa son sourire sans compter, trouva un nouveau style, simple et direct, discrètement imprégné de séduction. Les militaires malheureux l'adoraient. Elle savait incarner le meilleur de la vie. Et là encore, aux Indes, au bord du gouffre, Edwina sentit monter en elle le goût de l'héroïsme. 19 mai 1947, Lord Mountbatten est rappelé à Londres auprès du gouvernement britannique pour consultation. Londres avait reçu une ébauche du plan élaboré par Dicky. Jinnah et Nehru semblaient d'accord sur un partage inévitable du pays. Je me souviens du désespoir de Jawaharlal lorsque Dicky lui montra le fameux texte. Il se sentit floué et il rejeta le plan de son ami. Les discussions reprirent jour après jour. Edwina mit tout son cœur dans l'élaboration d'un compromis entre les 2 hommes. Londres convoqua le vice-roi. Mountbatten se battit comme un lion et sauva son plan de partage des armes. Il pleuvait, Edwina s'ennuya. Nous lui manquions. Nous autres, les Indiens, les pauvres, les résistants. Nous l'avions séduite en secret. Enfin, quand je dis nous, un seul d'entre nous lui manquait. À Londres, elle retrouva son amant en titre, l'illustre maestro Malcolm Sergeant. Il ne lui plaisait plus. La froide Angleterre lui glaçait le cœur. Elle rêvait de départ, de chaleur, de tendresse. Enfin, elle quitta ce pays qui déjà n'était plus tout à fait le sien. 30 mai 1947, retour en Inde d'Edwina et Dicky Mountbatten. Ce jour-là, le temps était si clair qu'elle y vit un signe du ciel, la lumière. Elle allait retrouver la lumière. De retour à Delhi, il fallait annoncer la partition du pays. Pour la première fois,
le Mahatma Gandhi avait plaidé en vain. Le 4 juin, jour de la conférence de presse, Mountbatten commit une imprudence. Au lieu du mois d'octobre, il annonça l'indépendance pour le 15 août 1947. Il restait 71 jours pour accomplir l'impossible. Folie. Trop tard. Le soir même, sur All India Radio, Jinnah parla aux musulmans, Baldev Singh à ses Sikhs, Nehru à tous les Indiens, et Mountbatten fit son dernier discours de vice-roi. Le jeu des dieux était irréversible, et les dieux, parfois, aiment l'odeur du sang. La frontière entre le Pakistan et l'Inde traversait le Pendjab, fertile en blé, grenier de l'Inde. Avec les premières émeutes, commença un immense exode. Les hindous quittaient le futur Pakistan, les musulmans quittaient la future Inde et au milieu, les Sikhs défendaient leurs terres au sabre, leur arme sacrée. Sur le point d'être tranchée en deux, notre mère, l'Inde, se mit à saigner. L'inévitable arriva, les deux nations naquirent en même temps. Quand les Mountbatten atterrirent à Karachi, Jinnah n'était pas là pour les accueillir. Les relations entre les deux hommes étaient tendues. Un véritable cauchemar, écrivit Jinnah. Contrairement à nous, Jinnah ne voulait plus de Lord Louis. À l'aéroport, Dickey fut informé d'une menace d'attentat pendant les cérémonies du lendemain. 14 août 1947, à Karachi, passation des pouvoirs entre le vice-roi et le gouverneur général du Pakistan, le chef suprême Mohammed Ali Jinnah. Portant pour la première fois de sa vie la tenue traditionnelle des musulmans, Jinnah accueillit le vice-roi dans son ultime majesté impériale. Mon vieil ami était devenu Quaïd-i-Azam, gouverneur général du Pakistan. Car si Lord Mountbatten, à la demande de Nehru, restait le premier gouverneur général de mon pays, l'Inde libre, au Pakistan, Jinnah serait seul maître. Mountbatten n'y serait rien. Jinnah lui avait refusé le moindre honneur. Le nouveau pays des purs échapperait à l'Angleterre. Aux côtés de sa sœur Fatima, Jinnah apprenait gauchement les gestes des pères de la nation. À cette époque, en le voyant si frêle, j'avais deviné que déjà la mort couvait en lui. Miné par la tuberculose, Jinnah était mourant. Seule, sa farouche détermination lui permettait de survivre pour assister à la naissance du pays de ses rêves. Puis vint le moment de son premier parcours de chef d'État. Jinnah se savait menacé d'un attentat d'origine sikh. Il refusa toute précaution. Dickey décida de braver le danger avec lui. L'homme à la bombe, est-ce celui-ci ou ce vieux à la barbe blanche? Mais rien, pas de bombe. Soudain, Dickey sentit sur son genou une vieille main qui tremblait d'émotion. Dieu soit loué, je vous ai ramené vivant. Pour une fois, Jinnah avait laissé parler son cœur. Et la même nuit naissait l'Inde à Delhi. 15 août 1947, minuit. Passation des pouvoirs entre le vice-roi des Indes britanniques et le premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru. Quand résonnera le dernier coup de minuit, pendant que dort le monde, l'Inde s'éveillera à la vie et à la liberté. Aujourd'hui, nous mettons fin à une ère de malheur et l'Inde va se découvrir elle-même. Partout, les hommes, les femmes, les animaux, les dieux fêtaient notre mère India retrouvée. Et moi, nommé gouverneur de l'Uttar Pradesh, je saluais la naissance de mon pays à Lucknow. Ô vous, nations du monde entier, je vous salue au nom de l'Inde, ma mère aux toits de neige, aux murs de mer vivante, ma mère qui vous ouvre ses portes et ses bras. Le soleil se leva sur notre premier jour de liberté. La foule était en blanc, couleur satyagraha, ce mot qu'avait inventé le Mahatma pour désigner le combat de vérité. Mais le Mahatma ne participa pas à la fête.
Farouchement hostile à la partition du pays, refusant tout honneur, il pria seul à Calcutta. Irradiant le bonheur dans sa tunique immaculée, Nehru n'était plus qu'un Indien parmi nous. Edwina et Dicky s'immergèrent dans la joie populaire. Ce jour-là, le roi George VI les avait anoblis au rang de comtes et comtesses de Birmanie. Ils étaient simplement deux êtres heureux d'avoir aidé à la naissance d'un pays qu'ils aimaient. Leur palais, ils l'ouvrirent aux enfants de l'Inde. Ce fut leur plus beau jour, le plus grand. Radieuse, Edwina contemplait son amour secret, le premier des Indiens. Nehru, premier ministre de la nouvelle nation indépendante. Mais le soir même, Nehru devint sombre, car lui savait. Un train était arrivé à Delhi rempli de passagers égorgés. Sur la locomotive, une inscription disait « Cadeau des Sikhs à Nehru ». Et pendant qu'un banquet officiel célébrait la Nouvelle-Inde, Lahore, perle de l'art moghol, Lahore était en flammes. Le cauchemar commença. Tueries, famine, épidémies, émeutes, massacres. Par millions, les paysans s'enfuirent, emportant avec eux le peu qui leur restait. L'exode fut affreux. Les enfants furent les premières victimes et leurs mères en mouraient de douleur. La colère des dieux s'était abattue sur nous. « 25 août 1947 à Bombay, départ des premières troupes britanniques. » Ah, certes, ils partaient, ces Anglais de malheur. Les Mountbatten devaient rester en Inde jusqu'en juin 1948. Seules les troupes d'occupation embarquèrent à Bombay. Ils s'en allaient enfin, leurs soldats. Mais ils avaient commis le sacrilège. Ils avaient découpé le corps de notre mère. Elle se vengea. Hindous, sikhs et musulmans commencèrent à s'entretuer. La mousson fut terrible. Et les inondations ajoutèrent les morts aux morts. Alors, les Mountbatten se jetèrent corps et âme dans la bataille pour la vie. Pour évaluer l'ampleur du désastre, tout le gouvernement survola le Pendjab dans l'avion des Mountbatten. Affamés, misérables, les files de réfugiés cheminaient en tous sens. Et pendant que Dicky organisait le secours, l'infatigable Edwina parcourait les camps de réfugiés en compagnie du ministre de la Santé, la princesse Amrit Kaur. Spontanément, Edwina retrouva les gestes humanitaires appris sous les bombes nazies. C'est pendant qu'au Pendjab, elle prenait soin des malades avec cet art incomparable qu'elle avait pour panser les blessures des âmes, qu'elle apprit qu'elle était devenue grand-mère. Déjà, la vie avait passé si vite. Qu'était devenu celui que pendant 20 ans elle avait cru tant aimer, le charmant compagnon des années insouciantes, le frivole Bunny. Avec lui, elle avait parcouru le monde. Qu'ils étaient loin maintenant, les voyages au long cours, les schooners exotiques. Perfidement, Churchill l'a traitée de fille à matelot. Lorsque Bunny lui avait appris son mariage, Edwina s'était sentie abandonnée. Dicky s'était montré très tendre avec elle. Elle était vieille maintenant. Sa jeunesse était morte. Or, voyez-vous, je me trompais. Immergée dans le malheur de mon pays, Edwina se prit à l'aimer passionnément. Elle rajeunit. Novembre 1947,
Edwina et Dicky de retour à Londres pour le mariage de la princesse Élisabeth, héritière du trône d'Angleterre, et de Philippe, duc d'Édimbourg. Quand Edwina et Dicky retournèrent à Londres pour le mariage de Philippe, neveu de Louis Mountbatten, la pensée d'Edwina ne quitta ni l'Inde ni Nehru. Comme cadeau de noces, le Mahatma avait confié à Edwina une nappe tissée de ses propres mains dans le coton traditionnel des combattants de la liberté. Pour la première fois, à l'India House, l'hymne national de l'Inde, composé par Tagore, retentit dans le petit pays qu'il avait si longtemps asservi. Regardez-la. Une autre image occupe désormais son cœur. Grave, frémissant, habité d'idéal, Nehru l'Indien. Dicky? Oh, il sait déjà tout. Le croirez-vous? Ce noble cœur s'en réjouit et l'écrit à sa fille aînée. Surtout, gardez cela pour vous, mais elle et Jawaharlal sont adorables ensemble. Ils raffolent l'un de l'autre et ils sont exquis. Votre mère est devenue d'une incroyable gentillesse. Lord Louis se trompait toujours sur le prénom de notre Nehru. Il disait Jawaharlal au lieu de Jawahal. Leur secret, ils le partageaient à trois. En remontant les travées de l'abbaye de Westminster, Edwina songeait aux souffrances du pays tant aimé. Cette Altesse coiffée d'aigrettes, c'était une autre femme. Ses vies antérieures l'abandonnaient, vieille défroque du passé. Bunny, Lady, Auntie, Malcolm, tous les hommes qu'il avait aimés, évanouis les compagnons de notre existence. Cette grand-mère un peu lointaine qui baptisait son petit-fils, ce n'était plus elle. Ils retournèrent en Inde. Il fallait maintenant convaincre les souverains des nombreux royaumes de l'Inde d'adhérer à la nouvelle union. Vestige d'un passé féodal, les glorieux Maharajas avaient ardemment collaboré avec l'occupant britannique. Selon les termes du plan de partition du pays, chacun de ces grandissimes souverains pouvait choisir rester indépendant ou devenir indien, ou bien pakistanais. L'un des premiers alliés à l'Inde libre fut son Altesse royale le Maharaja de Jaipur, Man Singh. Le voyez-vous, solennel et empadaché? Dans sa jeunesse, en 1937, n'avait-il pas voulu arrêter mon cher Mahatma dans un train? Gandhi en riait encore. La jeune Française, amie de cœur de Lord Louis, les accompagnait. Depuis combien d'années était-elle dans leur vie? Les amants d'Edwina disparaissaient, elle demeurait. Les deux femmes se querellèrent. Edwina n'était plus la même. À Bikaner, où les dieux tutélaires de la famille royale sont des rats, le Maharaja déploya les fastes de son royaume. Parcours en nacelles d'argent sur des éléphants de cérémonie, parade de chameaux. À chaque étape, Dicky décorait solennellement les souverains. À quelques exceptions près, les Maharajas choisirent de rallier l'Inde libre. Les émeutes s'étaient calmées, le ciel s'éclaircissait, Nehru gouvernait. Mais le Mahatma n'était toujours pas satisfait. Au terme des accords, l'Inde devait payer au Pakistan d'énormes compensations et Nehru refusait. Pour le fléchir, Gandhi entreprit un jeûne à mort. Sa vie fut menacée, Nehru céda. Ce fut la dernière victoire de mon cher Mickey Mouse. Soudain, en fin d'après-midi, le 30 janvier 1948, la foudre du malheur frappa. En s'effondrant, le Mahatma murmura « Oh Dieu !» Son assassin, un hindou fanatique, voulait en finir avec cet homme secourable aux musulmans de l'Inde.
L'Inde entière prit le deuil du père de la nation. Sur le char militaire de son dernier voyage, veillaient ses meilleurs fils, Baldev Singh, le Sikh, Patel le fidèle et Nehru, le brahman athée. Vaste comme le Gange, un fleuve humain déferla sur la capitale. Derrière la famille endeuillée, Edwina et Dicky marchaient aux côtés de la princesse Amrit. Ils arrivèrent au lieu de la crémation. Devant le bûcher funèbre, une bousculade menaça de précipiter le gouvernement dans le brasier. Lord Mountbatten réagit en soldat et lança un ordre bref. Tous assis. Tous assis. Et tout s'apaisa. Assis sur l'herbe, Edwina et Dicky entendirent le petit bruit sec du crâne qui s'ouvrait sous les flammes, laissant enfin s'envoler celui que Tagore avait surnommé la grande âme, Mahatman, Mahatma. Selon le rite, la foule cria « Le Mahatma est immortel !» Et c'était vrai. Accablé, Nehru contemplait son père spirituel défunt. Désormais, il faudrait gouverner sans lui. Le lendemain, les proches vinrent pieusement ramasser les cendres qu'on allait disperser au Gange 15 jours plus tard, selon l'usage. Immense, le lieu s'appelle le Sangam d'Allahabad, au confluent du Gange et de la Yamuna. 12 février 1948, Lord Louis et Lady Mountbatten se rendent à Allahabad pour la dispersion des cendres du Mahatma Gandhi. J'accueillis moi-même les Mountbatten à l'aéroport d'Allahabad. Il faisait froid. Au bord du Gange, aux côtés d'Edwina en robe légère, Nehru portait un triste imperméable qui ne lui allait pas. Les cendres du Mahatma arrivèrent dans un train fleuri. Pour honorer nos vivants, nous leur passons au cou des guirlandes. Mais pour célébrer nos morts, nous tressons les fleurs en colliers innombrables. Immense, la foule se pressait sur de petites flottilles. Devant tout un peuple embarqué, les restes mortels de Gandhi rejoignirent l'éternel infini. Certes, il était triste, Nehru. Pourtant, aucun doute. J'avais décelé autour de lui un halo de tendresse qui ne me trompait pas. Il avait rajeuni. Et elle, même en famille, avait l'allure juvénile d'une femme amoureuse. Pourtant, bientôt elle s'en irait. Soudain, je réalisais qu'il existait entre nous un attachement plus profond, qu'une force incontrôlable nous poussait l'un vers l'autre. Je fus comblé et grisé par cette découverte. Et pendant que les Mountbatten offraient l'image d'une famille unie, au royaume du Cachemire couvait une colère qui dure encore aujourd'hui. Originaire du Cachemire, Nehru souffrit car le royaume hésitait. Choisir le Pakistan ou l'Inde? Les mois passèrent, puis les jours. Le départ de Mountbatten approchait. Edwina et Nehru se voyaient tous les jours. Je suis saisi d'horreur quand je t'imagine le soir du 20 juin adressant ton dernier adieu. Dicky et toi ne pouvaient éviter votre destin comme je ne peux éviter le mien. Je m'éloignerai doucement. Il l'emmena chez moi dans ma résidence d'été à Nainital. Et c'est là, au cours d'une promenade à cheval, qu'ils conclurent passionnément un pacte solennel. Le devoir d'abord, ensuite leur amour. À ce prix seulement, il serait éternel. Quelques jours avant leur départ, les Mountbatten se rendirent dans les quartiers populaires de la vieille ville à Delhi. Dicky fit un discours en hindi. Il parlait encore plus mal hindi que le Mahatma. Qu'importe, puisque Lord Louis s'appliquait, on le fêta. Il y eut un premier président de l'Inde, le petit Raja Gopalachari, surnommé Rajaji.
minutes, un dernier soir, un dernier banquet, les adieux comme nous les aimons, nous autres Indiens. Il y eut enfin un dernier matin. 7h15, le matin du 21 juin 1948, Dickie et Edwina font leurs adieux au peuple indien avant de rejoindre Palam Airport. Nerveux, crispé, Nehru regardait partir sous les acclamations cette fée qu'il aimait. Cette ancienne ennemie, cette Anglaise convertie à l'Inde. Comme il était difficile de se dire adieu. Elle allait retrouver sa famille, Londres, la fine brune d'été qui parfois noie les prairies. Leur détresse me serra le cœur. Plus qu'une heure, le temps du parcours officiel dans la calèche précédée des lanciers du Bengale. Plus que 10 minutes. Encore un peu de temps. 5 minutes. Souriez, Murmura Mountbatten. pensez au photographe. C'est un combat que nous avons gagné ensemble. Les mains jointes pour un dernier salut à l'indienne, Edwina allait disparaître. Encore une seconde. L'avion l'engloutit. Au sol, Nehru se retrouvait seul avec l'Inde. Merveilleux sont les bois profonds et sombres, mais j'ai des promesses à tenir. Un long chemin avant d'aller dormir. Un long chemin avant d'aller dormir. Dans l'avion, Edwina pleurait. Triste et désemparée. Écrivit-elle dans son journal. Dickie la consola. Depuis leur arrivée en Inde, il était devenu son meilleur ami. Ils atterrirent à Northolt quelques jours plus tard. C'était le début de l'été. Plus tard, à la veille d'une grave intervention chirurgicale, c'est à Dickie qu'elle confia les lettres de Nehru. Ce sont des lettres d'amour. Enfin, en un sens. Car vous comprendrez certainement l'étrange relation, surtout platonique, qui existe entre nous. Oui, Jawar compte beaucoup pour moi. Et je pense que c'est réciproque. Nous le comprenons peut-être autant que deux êtres humains le peuvent. Dickie réfléchit fort longtemps à sa réponse. Je connais en effet la nature de la relation singulière que vous entretenez avec Jawar. Je l'ai toujours comprise. Pour moi, ce fut facile. Je l'aime et je l'admire. Je n'ai qu'un seul désir, votre bonheur. Ainsi, à demi-mot, tout était transparent. Leur retour à Londres fut triomphal et leur complicité d'époux absolue. Ils avaient accompli leur mission. My wife, my daughter, my staff, and I, in fact all our party, are naturally glad to be back home. But at the same time, we were extremely sad to leave India. Mais Edwina n'oubliait ni l'Inde, ni Nehru. I shall always think back on our time in India with every possible feelings of happiness, also of sorrow at what people have been through. But I'm grateful to India, and I shall always look on India as a second home. Edwina plongea dans un désespoir hébété. Les amis, les parents, tous l'entourèrent d'une affection désarmante, mais la vie lui semblait irréelle, vide, solitaire. Alors commença pour elle une étrange vie, partagée entre l'ennui et l'amour à distance. L'Angleterre, sereine, paisible et solide. Soudain, elle m'exaspéra. Edwina et Nehru s'écrivaient chaque soir et se téléphonaient souvent. Ils relisaient leurs premiers mots d'amour. J'ai détesté vous voir partir ce matin. Vous m'avez laissé en proie à un étrange sentiment de bonheur. Peut-être l'ai-je apporté aussi.
Leurs 2 billets s'étaient croisés en route. La vie est un travail solitaire, et quand vient le bonheur, fût-ce une minuscule et brillante parcelle, il nous coupe le souffle. Lorsque les lettres n'arrivaient pas, ils s'entendaient à travers les voix des standardistes de Poona, Bombay, Londres, mais déformés par l'écho, leur voix se perdait. À l'automne, il vint à Londres pour la réunion des pays du Commonwealth. Il n'avait pas revu Edwina depuis son départ en juin. 3 mois sans se parler et sans se voir. Il courut l'embrasser directement de l'aéroport à minuit. Engoncé dans un complet veston, Je vais ressembler à Charlie Chaplin. ce n'était pas tout à fait faux. Mal à l'aise, il portait les vêtements européens de ses jeunes années auxquels il avait solennellement renoncé jusque-là. Ils partirent ensemble à Broadlands, la résidence des Mountbatten. Discret, Dicky s'éclipsa. L'Angleterre est un froid pays de pluie, de neige et de vent, mais comme chez nous, on fête la lumière. Là-bas, c'est la Noël et chez nous, Diwali. Mais la flamme dans les yeux des enfants est la même. La première année s'acheva. Le vieux rêve de Dicky se réalisa. Il devint grand amiral de la flotte. Le destin des époux divergea. Lui, en Angleterre, elle repartait en Inde. Pour la première fois depuis leur séparation, Nehru et Edwina se retrouvèrent à Delhi. Les journaux britanniques parlaient à leur propos d'une bien singulière amitié. Par prudence, on lui recommanda de loger chez le gouverneur général à New Delhi et non chez Nehru. Je vais acheter les jumelles et je vous observerai à distance. Embarrassé, Nehru s'efforçait de faire bonne figure. Mais Edwina, elle m'amusa beaucoup. Vive, gracieuse, en famille, chez elle. Là, dans les jardins moghols du palais présidentiel, n'était-elle pas parfaitement à l'aise? On dirait la maîtresse de maison. Pour la première fois, Edwina dormit sous le toit de son bien-aimé. C'est à peu près à cette époque que, lassée de la vie, mon âme décida de quitter mon corps pour les contempler de plus haut. Sarojini Naidu, le rossignol de l'Inde, comme l'appelait familièrement Gandhi, meurt en mars 1949. Des milliers d'Indiens lui rendent hommage. Mes funérailles furent grandioses, et si vous le permettez, dignes de moi. Mon corps trop encombrant brûla longtemps. Attendez, je n'ai pas fini. Ce n'est que ma dépouille qui flambe dans la nuit. Avez-vous vu la beauté de ces flammes? Mais ma voix immortelle n'est pas éteinte, elle. Désormais, je lisais leur âme à livre ouvert. Partout ailleurs qu'en Inde, Lady Louis était en représentation, souriante, mais distante, en apparence inchangée. Mais elle avait une autre vie. Son cœur suivait Nehru qui traversait le monde pour y imposer son pays, avec sa sœur ou avec sa fille Indira. À Londres, où désormais il entrait à Downing Street à tête haute, il était maintenant chez lui. Le livre de leur amour tourna ses pages, une à une. Je passerai 1 heure ou 2 à l'India House et après dîner, Edwina me prendra pour aller à Broadlands. J'espère que tu nous y rejoindras. Je repartirai dimanche soir. Écrivit-il à sa fille Indira. Partout avec lui, il emportait une photo d'Edwina. Quel âge pouvait-elle donc avoir maintenant? 45, 50 ans? Avec ces Anglaises à la peau claire, on ne peut jamais savoir. De Londres, il partit directement pour les États-Unis. Sa sœur y était maintenant l'ambassadrice de l'Inde. Il rencontra le président Truman et à New York, la foule américaine lui réserva un accueil triomphal. Un journal écrivit que partout, Nehru laissait derrière lui des nuées de femmes aux yeux embrumes. Mais Nehru n'aima pas la toute-puissance des États-Unis. Il était encore réservé, la voix mal assurée.
Au journaliste, il lança une phrase énigmatique. On ne devrait jamais visiter les États-Unis pour la première fois. Et il disait encore... Nous nous exprimons avec une voix douce et faible parce que telle est la tradition de l'Inde. En 1950, le pays se dota d'une constitution démocratique rédigée par le leader des Intouchables, ces parias pour lesquels notre Mahatma s'était si longtemps battu. À Londres, Edwina respirait partout le parfum de l'Inde. La moindre odeur d'épices lui montait à la tête, et dans chaque gémissement, elle entendait les cordes pincées du sitar. Elle se précipita à l'India House pour entendre la proclamation de la Constitution. Nehru acquit une influence considérable. Et après la première conférence des pays décolonisés, à Bandung, devint le porte-drapeau des pays non alignés. I'm quite sure that people all over the world, in every country, hanker after peace and want to avoid war. And it is the duty of statesmen, of the eminent statesmen that are gathered here today at the Commonwealth Conference, to reflect those views of the people. Edwina s'enthousiasmait pour les idées défendues par Nehru, qui s'opposait à la guerre froide, au conflit entre l'Est et l'Ouest. Les journaux occidentaux l'accusaient de sympathie pour les communistes. Les Américains qui la redoutaient surveillèrent de près son voyage sur le front de Corée. Malgré les attaques de la presse, Edwina défendit Nehru contre l'establishment anglais. Nehru semblait infatigable. Il avait pris de l'assurance avec les grands de ce monde. Il n'avait qu'un seul problème, le grand voisin, la Chine de Mao Zedong et son émissaire Zhou Enlai. Je me rendais bien compte que mon cher Nehru vieillissait doucement. Il n'écrivait plus tous les jours à sa bien-aimée. 14 novembre 1955, Nehru a 66 ans. Dickey avait été nommé à Malte, où son épouse faisait de brèves apparitions. Les pages du livre tournèrent un peu plus vite. Les lettres de Nehru devinrent hebdomadaires. Elle s'inquiéta. Ma pauvre Edwina. Dites-moi si je dois continuer à vous écrire ou non. Affolé à l'idée de la perdre, il répondit par retour. Qu'ai-je dit, écrit ou fait pour mériter cela? Et comment pensez-vous que je passerai les prochains mois sans une lettre de vous? Avez-vous compris ce que signifient vos lettres à mes yeux? Ainsi, en dépit de tout, leur impossible union parvint à franchir le passage du temps. Pendant 12 ans, sa montre resta à l'heure indienne. Chaque année, elle revenait vivre quelques jours sous le toit de son bien-aimé dans la résidence de Tinmurti. Pour échapper au ragot des journaux anglais, elle voyageait sous son nom de jeune fille, Miss Ashley. C'est sous ce nom que je l'avais connue jadis, avant son mariage avec Dickey. Maintenant, elle voyageait pour ses missions humanitaires aux 4 coins de la planète, son autre raison de vivre après Nehru. Janvier 1956, départ d'Edwina Mountbatten pour Delhi. Parfois, elle avait d'étranges laryngites et ses médecins l'avertirent qu'elle ne devait plus voyager. Plus de voyage? Mais alors, et Nehru? Pour l'amour de l'Inde, elle refusa. Nehru ne le sut pas. Elle le laissa gouverner en paix. Elle fut accaparée par les nombreuses associations dont elle s'occupait, sans jamais oublier de rendre hommage au Mahatma. Sous la stèle de marbre édifiée à sa mémoire, l'image de Gandhi se figeait dans une gloire éternelle. On lui rendait honneur, mais notre grand idéal s'oubliait. Affermi, indépendant, mon pays entrait dans la modernité. C'est alors que Dickey revint à Delhi avec elle. 22 mars 1956, visite officielle en Inde de Lord et Lady Mountbatten. Ils arrivaient du Pakistan, où ils avaient été mal accueillis. Le principal journal de Karachi surnomma l'ancien vice-roi des Indes le Serpent, ce malheureux Dickey. Hâtif, toujours pressé, bousculant son monde et parfois autoritaire, je veux bien, mais rusé. Oh non, Dickey avait le cœur naïf. Quand
Quand il fut invité au palais par le nouveau président de l'Inde, Mountbatten ne comprit pas qu'il n'était plus chez lui. Très détendu, il examina familièrement ses anciens salons. Pour elle, c'était différent. Elle avait à Delhi sa maison, celle de Nehru. Car malgré la maladie qui la rongeait, elle y revenait toujours. Ses médecins ne lui donnaient plus que 3 ans à vivre. Le 12 mars 1957, Nehru lui envoie une lettre célébrant leur 10e anniversaire amoureux. 10 ans déjà. La poésie s'est-elle transformée en prose? Non, cette fraîcheur ne pouvait durer car l'homme s'habitue à tout, même aux surprises et aux miracles. Écrit-il à propos de leur assagissement. L'air et les couloirs sont remplis des murmures du passé. Puis surgit violente la question du Tibet. Chassé par l'invasion chinoise, le jeune Dalai Lama se réfugia en Inde, où Nehru l'accueillit à bras ouverts. Le problème chinois grandissait de jour en jour. Edwina cacha son mal à Nehru. Comme elle était courageuse, l'Anglaise au cœur indien. Au mariage de sa fille Pamela, les vivants ne devinèrent pas qu'elle était au seuil de sa mort. Jamais elle n'avait été aussi belle, murmurait-il. Radieuse sous la neige anglaise, elle s'apprêtait à partir pour retrouver Nehru. Moi, je connaissais la vérité. Les médecins l'avaient bien prévenu. Ce n'était plus qu'une question de jours. Une dernière fois, elle vécut avec lui sans rien lui dire. Puis elle quitta Nehru pour Bornéo. Il ne devait plus la revoir. Dickey fut informé de la mort d'Edwina dans la nuit du 21 février 1960, à 3h20 du matin. Tragédie. Écrivait-il aussitôt dans son journal. Nehru, lui, en raison du décalage horaire, fut informé à l'heure du déjeuner. À son chevet, dans une grosse enveloppe, se trouvaient toutes les lettres de Nehru qu'elle avait relues chaque soir avant de s'endormir. Les lettres de Nehru à Edwina furent remises en main propre à Lord Mountbatten, qui les confia à sa fille Pamela. Par testament, Edwina avait souhaité être immergée en mer, rare honneur qui lui fut accordé. 2 frégates l'accompagnèrent, le Wakefield de la Navy et le Trichel de la marine indienne. En Angleterre, on l'honora. En Inde, on la pleura. C'était en 1960. L'amour, qui jamais n'avait pu dire son nom, avait duré 12 ans. Vous m'avez apporté tout ce que je désirais le plus au monde. Le bonheur, l'équilibre et même le malheur. Nous en savons la cause, mais nous ne changerons rien. La vie est si puissante. Ma vie était bien remplie. J'étais absorbé par elle. J'ai passionnément cherché l'amour de l'Inde et de son peuple. Je les ai servis. Mais vous êtes venus. Vous vous êtes ajouté à mon travail sans jamais l'entraver. Cette splendeur était suffisante pour nous combler tous deux, même loin l'un de l'autre, avec de rares rencontres assez pour retrouver ce sentiment profond, la merveille qui donne sa plénitude à la vie. À l'endroit où son corps avait glissé dans l'eau, tournoyèrent les couronnes anglaises. Absent, Nehru avait envoyé une frégate indienne pour répandre des œillets aux couleurs de l'Inde à l'endroit où s'était englouti le cercueil d'Edwina. Quelques semaines après la mort d'Edwina, Nehru se rendit en Angleterre, à Harrow, où il avait fait ses études. Sans elle, pour la première fois. Malgré la ferveur des étudiants, Nehru souffrit de ce séjour
Trop de souvenirs remontaient à sa mémoire. Un jour, à Delhi, qu'Edwina avait quitté pour retourner à Londres, il avait passé la nuit entière sous les fenêtres de la chambre vide. Une nuit pour pleurer l'absence de la bien-aimée. Comme il souffrait alors. La demeure était éclairée. Des appartements en bas et les miens au premier étage. L'obscurité dominait comme le signe d'une lumière disparue. De la vie qui s'échappe, laissant une sensation de vide derrière elle, laissant mon cœur à son désert. Il mourut 4 ans plus tard, après avoir perdu la guerre contre la Chine. À son tour, il devint flamme sur un bûcher. Rendu au Gange, ses cendres rejoignirent l'océan où l'attendait sa bien-aimée. De là-haut, je suivis le long chemin qui, de la mer du Nord au golfe du Bengale, finit par réunir les restes d'Edwina et la poignée de cendres roulée par les mêmes vagues amoureuses. Ils étaient devenus immortels, les amants du bout du monde. Elle, la petite fille d'un banquier juif allemand, et lui, le premier des dirigeants de l'Inde, l'ancien étudiant de Cambridge et d'Oxford, fondu dans une jeunesse éternelle.